C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine. Merci de nous regarder. Les larmes d'un cadavre. Un journaliste est tombé. Tel est le livre qui fait objet de cette émission qui prend aujourd'hui l'aspect littéraire. Comme vous le savez, votre émission est scientifique. Donc, nous abordons toutes les questions scientifiques et pas avec n'importe qui, avec un passionné de la lecture et de l'écriture, un grand journaliste politique, un journaliste aussi littéraire, Christian Mouchapa, qui est co-auteur de ces livres, Les larmes d'un cadavre. Un journaliste est tombé avec Landry Chamois Bimaï, qui est le directeur général de la maison d'édition Médal, qui a publié ces livres. Merci d'être de la partie, Christian. Merci, chers confrères. C'est un grand plaisir qui nous anime d'être associés dans ces cadres en vue de parler de cet ouvrage, Les larmes d'un cadavre. Un journaliste est tombé. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de même. Et vous le dites déjà dans le résumé de ces livres qui m'a fait couler d'encre, qui m'a fait couler de larmes lorsque j'étais en train de le parcourir. Comment rester silencieux alors qu'un journaliste a été retrouvé mort. Et vous trouvez ici donc la raison d'écriture de ces livres qui explorent les zones d'ombre de cette histoire et interrogent les destins qui semblent inéluctables. Alors, il faut dire que tout est parti de la triste nouvelle. Lubumbashi s'est réveillé ces jours-là d'un mauvais pied. Tout à fait. Le monde journalistique était choqué, surpris désagréablement de la mort atroce de notre regretté confrère Patrick Adonis Numbi, qui a été torturé jusqu'à lui ôter la vie par cette bande de barbares, de va-nu-pieds, des hors-la-loi. Et donc, dans cet ouvrage, nous retraçons pratiquement les circonstances alarmantes de la mort de Patrick Adonis Numbi. Nous parlons du procès qui a eu lieu, qui a été d'ailleurs retransmis en direct sur plusieurs chaînes. Ici, c'est une façon pour nous, en tant que journalistes, de lui rendre hommage. À travers cette chronique, nous parlons également de cette méchanceté humaine, de cette cruauté inexplicable. Et donc, parfois, le monde doit s'arrêter et donc regarder le mal, comment les décourager pour que nous vivions au moins dans une atmosphère beaucoup plus acceptable. Donc, tout est parti de là. Et nous nous sommes dit de quelle manière, moi et les co-auteurs que vous avez tout de suite présentés, Landry Bimaï, nous nous sommes dit non, nous ne devrons pas rester taiseux. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire entendre notre voix par l'écriture. Voilà, de manière ramassée, les quelques motivations qui nous ont poussés à écrire sur les larmes d'un cadavre. Ces titres, il est vrai, même le jour du vernissage de cette œuvre de l'esprit, j'ai été surpris de la question qui, du reste, était aussi fondée, de savoir, est-ce qu'un cadavre a des larmes? Nous avons jugé bon de trouver ces titres pour dire le cadavre est inerte, le cadavre est immobile, un cadavre n'a pas des sentiments. Quand vous voyez un cadavre sourire, vous n'allez pas oser imiter son attitude. Humainement, vous allez fuir. Quand vous voyez un cadavre bouger, mais c'est de la panique. Mais ici, on parle de ces larmes, simplement parce que les circonstances ayant caractérisé sa mort sont atroces. Parfait. C'est donc dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier que la scène s'est produite. Et par le mot de votre préfacier, il y a quelque chose aussi à rapport avec les motivations que vous venez tout à l'heure d'évoquer. Ce que ces livres a pour objectif finalement, comme vous venez de le dire, le cadavre, il n'est plus là. Comment lui rendre hommage, comment lui faire comprendre qu'on tenait encore à lui, qu'il était presque tout pour nous. C'est que ces livres devraient inspirer un jour des générations à venir. Inévitablement. Vous savez, il y a plusieurs faits qui peuvent constituer la motivation d'une inspiration. Et d'ailleurs, une inspiration
ne peut pas être planifié. Ouais. En tant qu'écrivain, vous ne pouvez pas vous dire, demain, c'est cette fleur qui va m'inspirer. Je veux, partant de cette fleur, écrire un poème. Non, l'inspiration est spontanée. Ça peut provenir de la douleur, de la satisfaction, d'un fait de la société. Tout dépend de l'angle. Les vœux ici est de pérenniser l'ouvrage dans la mesure où l'ouvrage n'appartient pas à la personne dont nous parlons. L'ouvrage appartient au lecteur. Exactement. Vous avez présenté ça comme étant une chronique, c'est-à-dire nous avons fait la symbiose de l'écriture journalistique et littéraire. Ce qui veut dire le vœu de tout écrivain est de voir son œuvre être consommée, de manière excessive. L'ouvrage n'appartient plus à son auteur dès lors qu'il est publié. Ça revient à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent, de s'approprier l'ouvrage et d'en découvrir les contenus de la plus belle. Donc, notre vœu est de voir toutes les couches sociales. Il est vrai, le titre renvoie à la désolation, à la tristesse, voilà, au sentiment. Un sentiment déchiré, voyez-vous. Et donc, quand vous lisez ces livres, vous allez détecter certaines tournures auxquelles nous avons fait allusion pour exprimer pratiquement tout ce que la corporation de journalistes, en général, à travers la province, et même au niveau national, a senti ces déchirements du cœur. Parfait. Parlez-nous un peu de Adonis, le feu Adonis, l'Adonis qui n'est plus, ses talents, ses qualités exceptionnelles, brièvement. Alors, ici, il faut préciser, j'étais l'un de ces téléspectateurs, quand il était encore à Kyondo, dans les temps, j'étais à une certaine époque à la RTIV et puis Molière. Pendant ces temps, je suivais ses prestations dans son émission intitulée Tapis Rouge. Cette émission-là faisait défiler toutes les grandes stars dans tous les domaines, presque de la vie, sur son plateau. C'est une production presque prestigieuse. C'est un rendez-vous que tous nos choix à l'époque ne pouvaient que suivre. Alors j'étais captivé par le sens du sérieux qu'il accordait à cette émission-là, la qualité d'invité et l'objectivité dans les rendements. Alors au-delà de ça, je l'ai rencontré cette fois-là dans une même boîte. Quand ma nouvelle scène où je suis devrait naître, et voilà, nous avions émis les vœux de tenter notre chance. Et là, je les trouve là comme l'un de responsables déjà recrutés. Il y avait une sorte de commission de gens qui devraient évaluer toutes les nouvelles recrues, juger leur potentialité, leur savoir-faire et où les orienter. Alors là, je les rencontre. On s'est rencontrés aussi précédemment, peut-être sur le terrain, ainsi de suite, mais on n'avait pas un contact beaucoup plus serré. Alors, c'est donc à HK6 que nous avions eu à raffermir des relations professionnelles. Ce que je retiens de lui, c'était quelqu'un de jovial. Parfait. Donc, vous ne pouvez pas rencontrer Adonis et rester sérieux, sans sourire. Déjà, quand vous le regardez, il aimait bien taquiner un peu les gens, il aimait crier un sentiment, des confiances partout où il passait. Je rappelle, il ne cessait de m'appeler personnellement candidat malheureux, simplement parce que dans les temps, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais annoncé ma candidature à la présidence de la République. C'était une ambition nourrie en ces sens-là. Alors, quand le moment était venu, il ne cessait de me dire, mais Christian, tu n'as pas réuni la caution. Je lui ai dit, non, je dois encore un peu attendre. Il dit, mais non, tu es malheureux, même avant les élections. Alors, il est resté dans cette ambiance-là. Toutes les fois qu'on s'est rencontrés, il ne cessait de dire, candidat malheureux. Et donc, ça me faisait rire. Il aimait un peu provoquer
dans les buts d'amuser la galerie, les uns et les autres. Il avait une phrase presque générique qu'il adressait aux jeunes, surtout stagiaires, qui avaient besoin d'un encadrement beaucoup plus professionnel pour leur perfection. Il ne cessait de dire, il faut faire le travail, accomplir sa tâche comme tu y étais en train de faire l'amour avec la fille de ta vie ou la femme de ton rêve. Je ne vous arrache pas la parole, nous sommes à la page 11 et c'est l'une des phrases qui me marque et qui me frappe lorsque je lis l'ouvrage. Imaginez. Donc cet appel-là visait simplement à l'amour déterminé du travail. C'était un bosseur, c'était quelqu'un qui rêvait grand, mais hélas, il est parti par la volonté de méchants, de va-nu-pieds, comme je les ai appelés, de gens qui n'adorent que les noirs, qui n'aiment pas les progrès, les antivaleurs. C'est fort dommage. Nous sommes à la page 22, permettez que je puisse le lire. Comme vous l'avez bien connu, vous l'aviez bien côtoyé sur le plan du travail et vous venez de toucher cet aspect. La page 22 nous dit, pour cet homme, le travail est le prolongement de l'être dans le monde. Il est l'empreinte que l'homme grave sur la matière et sur le temps. Lorsqu'il est accompli avec passion, le travail cesse d'être une simple tâche. Il devient un appel intérieur qui transforme chaque geste en une offrande. Car l'homme qui travaille avec amour, là où les autres voient un fardeau, lui entrevoit une accession. Son labeur n'est pas contraignant, mais une prière silencieuse, une preuve qu'il ne l'use pas, mais qu'il accomplit. Waouh, Christian! C'est très profond. Ouais. Vous savez, dans la vie, dans n'importe quel secteur de la vie, il y a la phase d'apprentissage. Il y a la phase expérimentale. Il y a une autre dimension où travailler fait partie de notre être. Travailler, c'est comme respirer. Travailler, c'est comme manger. Travailler, c'est comme boire. C'est quand la personne et le travail font une seule chose ou un seul élément. Et donc, c'est une dimension dans laquelle l'homme ne peut plus se dissocier de l'attachement, de l'amour qu'il a envers le travail qu'il exerce comme profession. Et dès lors que l'homme exerce un travail avec amour, avec passion, peu importe les accointances, ne vous en faites pas, la personne n'est pas loin de la perfection, bien que la perfection est l'exclusivité du domaine divin. Mais ici, ces paragraphes nous renvoient à aimer ce que nous faisons, nous renvoie pas à la paresse. Pour travailler, nous ne devons pas attendre que quelqu'un siffle. Nous ne devons pas attendre que nous soyons chosifiés, comparés comme un chariot, une pousse-pousse. Ça ne devrait pas être le cas. Nous devons faire preuve dans la société, de tous les jours, dans notre vécu quotidien, que le travail puisse incarner notre être, et de ce point de vue, tout ce que vous ferez, cher Barcus, sera parfait, puisque vous allez vous démarquer comme vous le faites. D'ailleurs, dans votre façon d'œuvrer, j'ai beaucoup apprécié, vous êtes dedans, on vous sent engagé dans cette carrière. Et donc, Adonis, c'est quelqu'un qui voulait à tout prix interpeller les uns et les autres, à aimer ce qui les attendait en termes de tâches. Quand quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, il ne sera jamais meilleur. Il ne sera jamais une référence dans la société. Et c'est donc un paragraphe interpellateur. Où que nous soyons, où que nous nous retrouvions, que chacun fasse ce mariage entre son être et son travail. En parcourant les livres, je me dis une chose, Christian Mouchapa, votre regret avec tout ce que vous venez de nous donner ici comme qualité exceptionnelle du feu Adonis Patrick Numbi, c'est le fait qu'il soit parti. Qu'il soit parti, c'est pas un problème. On doit tous partir. La mort est naturelle. Mais sans atteindre le but de son rêve. Alors, ici, il faut préciser
que la mort est naturelle. Mais les circonstances de la mort peuvent faire réfléchir. Est-ce que sur la terre, on arrive à accomplir tous ses rêves? Je pense, même dans les tombeaux, il y en a ceux qui y sont, avec des rêves qui ont été interrompus, simplement arrachés, peut-être précocement, de la vie. Nous rêvons toujours. Qui ne rêve pas est mort vivant. L'accomplissement de rêve, d'ailleurs, il y a un principe générique qui dit l'accomplissement ou la satisfaction d'un besoin crée un autre besoin. Tout à fait. Il est vrai, on est lié par rapport à ces... nous exprimons ces regrets de le perdre parce que c'est quelqu'un qui était pétri de rêves. Il voulait aussi, je ne sais pas s'il pouvait lui arriver de réaliser des choses incroyables. Oui. Partir jeune, je pense qu'il faut être monstre pour s'en réjouir. Christian Mouchapa, après tout cela, on a vu le processus, comment il a évolué. Enfin, on a de malfrats qui ont été appréhendés, remis entre les mains de la justice. Le procès a eu lieu. Vous, personnellement, lorsque vous étiez en train d'écrire sur la mort de Patrick Adonis Numbi et lorsque vous étiez en train de suivre le procès de près ou de loin, qu'est-ce que cela a ajouté en vous, dans votre plume? Alors, ici, dans cet ouvrage, nous nous sommes seulement et exclusivement ressourcés de tout ce que tout le monde a suivi lors de la retransmission en direct du déroulement de ces procès. Je l'ai dit, il y a une dose littéraire, pas de moindre. Nous avons expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à la condamnation. Au moins, ces éléments nous ont permis d'enrichir cette démarche, puisque l'ouvrage ne devrait pas être disponibilisé sans savoir ce qu'il y a eu après l'arrestation de ces présumés à son temps. Et donc, le déroulement du procès n'était qu'un canal qui pouvait nous permettre, nous autres, qui nous sommes assignés la mission d'écrire sur Adonis, de réunir un certain nombre d'éléments pour l'enrichissement de cette œuvre de l'esprit. Alors, toutes les raisons ont été évoquées, les hypothèses, on aimerait bien le dire, vous les avez aussi évoquées dans ces livres. Lorsque l'information nous parvient le matin, cette triste nouvelle nous saisit. J'ai aimé, vous avez énuméré plus de 4 à 5 hypothèses qui étaient évoquées et vous les dites, une dose littéraire, une dose scientifique, une chronique en tout cas très bien établie pour ne pas entrer dans le débat et dans tout ce qui va avec. Mais lorsque vous écrivez, un journaliste est tombé, est-ce que ça vous donne l'opportunité de réfléchir aussi? Il n'est pas le premier, mais les circonstances sont toujours un peu inexplicables et tragiques à la fois. On passe ici, il y a plusieurs années, paix à ton âme, à Israël par exemple, au Kendanef, plusieurs autres journalistes qui sont tombés. Aujourd'hui, il y en a qui tombent dans le champ des batailles, à l'Est, comme à Gaza, comme en Syrie, comme en Ukraine. Est-ce que cela vous donne aussi aujourd'hui l'occasion de dire, tiens, il faut aussi qu'on puisse toujours et repenser la question de la liberté de la presse? Ici, je ne voudrais pas tout de suite dire que la mort aurait été causée pour avoir dévoilé une certaine information de grande sensibilité. Je m'abstiens de dire ça. Au moins, les données qui m'ont poussé à rédiger sur ça, déjà le titre phare, le larme d'un cadavre. Le larme d'un cadavre. Un titre accrochant. Tout le monde cherche à savoir à quoi ressembleraient ces larmes. Parce que on peut avoir les larmes de joie. Tout à fait. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, quand vous voyez les sous-titres, un journaliste est tombé, ce sous-titre est beaucoup plus informatif. Le grand titre
purement littéraire, les sous-titres restreignent le champ, vous orientent vers la canalisation de cette œuvre de l'esprit. Et ici, c'est en même temps une opportunité de rendre hommage à tous les autres journalistes qui sont morts dans des conditions peu acceptables. Nous leur rendons aussi hommage dans cet ouvrage. Au moins, c'est en même temps une interpellation. Peu importe les circonstances de la mort d'un journaliste, au moins, pas seulement cette catégorie de personnes, la population a l'obligation d'être sécurisée. Être sécurisé n'est pas une faveur, c'est un devoir et un droit. Dans cet ouvrage, c'est en même temps un message pour que l'aspect sécuritaire puisse être beaucoup plus pris avec beaucoup de brio pour la sécurisation de tout le monde en général, mais ici, comme je suis journaliste, nous les sommes, un œil regardant aux journalistes, puisque le journaliste joue ses ponts entre le bas peuple et les décideurs. Et donc, si cette classe-là peut se sentir menacée d'une manière ou d'une autre, ou peut se sentir insécurisée, je pense que ça ne donne pas, ça ne favoriserait pas pratiquement la garantie d'exercer aisément la profession. Mais ici, nous saluons tout de même les efforts. Vous avez suivi les gouverneurs de la province, Joe Katonga, qui d'ailleurs avait émis avant le début du procès que cela puisse inévitablement arriver. C'est-à-dire, il a fait de son mieux pour qu'il y ait procès. Et voilà, il a même mis la main à la pâte pour l'organisation, ce n'est pas un secret. Et donc, nous osons croire que les efforts sont en train d'être consentis à leur niveau. Mais la situation sécuritaire, faudra-t-il aussi préciser, c'est les domaines dans lesquels tout le monde est appelé à participer. Pour être sécurisé, nous devons, nous, en tant que citoyens aussi, savoir dénoncer, savoir où est-ce qu'on est, savoir l'environnement dans lequel on se retrouverait. Donc les domaines sécuritaires englobent toutes les couches sociales pour que sa réussite soit remarquablement observée sur la place publique. Même si vous auriez tout le mot du monde, vous n'auriez jamais fini d'écrire sur Patrick Adonis Numbi, et même si on prenait tout le temps, on n'aurait jamais ces temps-là pour finaliser la richesse de ces livres. À moins, vous avez quelques bonnes minutes, Christian, pour nous préciser, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce des hommages particuliers? Est-ce un résumé exceptionnel que vous nous faites de ces livres, de cette émission? En tout cas, en résumé, c'est pour dire, j'invite tous ce milieu de téléspectateurs qui nous regardent à s'approprier l'ouvrage. Les vœux est que cette œuvre de l'esprit traverse les frontières. Généralement, on parle des autres, rarement de nous-mêmes. Comme tu dirais, dans notre entourage, il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'icône. Je pense que ce serait de la méchanceté humaine. Nous devons reconnaître la bravoure des uns et des autres dès lors qu'on vit encore. Et c'est de la grandeur. Et donc ici, j'appelle les uns et les autres de s'approprier cet ouvrage. Par votre canal, ils peuvent avoir accès, ou ils peuvent nous contacter, si vous le permettez, au 097 62 31 31 9. Non, 097 62 31 31 9. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes directeur des informations à HK6 Radio-Télévision, où ils peuvent aussi y aller pour se procurer les livres. Christian Mouchapa. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie sincèrement, cher Marcus. Merci de nous avoir aussi regardé. Vous pouvez retrouver votre émission sur votre plateforme YouTube Arc-en-Ciel RTV officielle. Au revoir.